Bonjour à vous pèlerins du web. Cette vidéo s'inscrit dans une nouvelle playlist réservée à Arthur. Et aux protagonistes Romain et Brito Romain qui ont participé à son avènement. J'ai longtemps hésité pour savoir si je devais la placer en début ou en fin de playlist. Après réflexion, je pense que la placer en première place a le mérite d'être vue par tous. Ceux qui désireront avoir plus d'éléments pourront suivre les vidéos suivantes. Elles sont aussi importantes, sinon nécessaires, pour placer Arthur dans la continuité des événements qui le précèdent. Lorsqu'on parle d'Arthur, on doit toujours avoir en tête deux éléments majeurs. D'une part, le mythe s'inscrit sur une base à la fois brito-romaine et celtique, confrontées toutes deux au dernier arrivant, d'origine germanique, les Jutes, les Angles et les Saxons, qui bouleverseront la société autochtone, mais finalement pas la culture profonde de l'île. Après tout, ils n'ont jamais pu s'installer en Galles ni en Irlande. D'autre part, le mythe arthurien contient une large composante chrétienne, entièrement construite et fantasmée, la table ronde, le Saint Graal. Ce qui est rendu nécessaire puisque, contrairement à la tradition romancée, la primordiale, celle des bardes parfois contemporains du fameux roi, en fait un élément celtique. Sur ce point, on verra là l'éternel combat du christianisme contre le paganisme. Sans oublier, nous l'avons vu, que l'épuration du culte druidique celtique était aussi l'obsession des Romains lorsqu'ils envahirent l'île en plus 43. Et aussi, tout en pensant que les Scandinaves, en leur temps, c'est-à-dire les Vikings, entre période anglo-saxonne et période normande, vont complexifier la situation cultuelle. La vidéo 025D de la saga brito-romaine, que je vous invite à voir ou à revoir, donne quelques anecdotes croustillantes à propos du vrai roi Arthur, rapportées par quelques moines britons, et très éloignées de la dimension légendaire et romanesque que nous admettons aujourd'hui par convention, et je dois le dire naïvement. Dans cette vidéo, nous allons creuser les événements qui ont amené à la création du mythe christianisé du célèbre personnage. En fin de vidéo, vous découvrirez l'hypothèse la plus réaliste de la vérité arthurienne. Alors pourquoi Arthur doit-il exister ? En 1066, Guillaume le Conquérant, né en 1027 et mort en 1087, s'impose en maître de l'Angleterre. Mais comment faire accepter aux Britons un Normand comme roi, alors qu'il est issu d'un peuple minoritaire et qu'il est de même origine que les germaniques anglo-saxons envahisseurs qui ont effacé la culture brito-romaine ? L'Angleterre, comme son nom l'indique, est sous domination anglo-saxonne depuis le VIe siècle. Mais ceci est valable pour les habitants des villes, alors que le milieu rural reste encore très attaché aux traditions celtiques et brito-romaines. De plus, les Celtes du pays de Galles et d'Irlande, et ceux d'Écosse, n'ont jamais été soumis aux anglo-saxons. Le problème est complexe, mais la solution existe. Il suffit d'une bonne propagande.
En ressuscitant la légende arthurienne et le héros Arthur, sa figure de proue, unificateur de la Grande-Bretagne et du peuple breton, Guillaume aura une légitimité acceptable, car n'oublions pas, sur le continent se trouvent les descendants de Bretons partis de l'île quelques siècles plus tôt pour l'Armorique et le Cotentin. Et donc, de manière très intelligente, Guillaume, pour monter son armée, va utiliser les services d'un certain nombre de nobles descendants de ces Bretons émigrants. Ainsi, en favorisant la diffusion du mythe et de la survivance d'Arthur, de sa dormition, la dormition c'est la mort des saints ou des pieux fidèles quand ce n'est pas une mort violente, compris en tant que sommeil profond mais provisoire, donc de sa dormition dans l'île d'Avalon et de son retour prochain. Guillaume rendait populaire ainsi sa lutte contre les Angles et les Saxons et comptait bien se rallier les Gallois. Ce fut le début de l'espoir breton. De même, 70 ans plus tard, Henri II Plantagenet, né en 1133, duc de Normandie en 1150 à seulement 17 ans, héritier du comté d'Anjou en 1151 à la mort de son père Geoffroy V d'Anjou, époux d'Aliénor d'Aquitaine en 1152 à seulement 19 ans, débarquant en Angleterre en 1153 et en devient le roi en 1154 à 21 ans, se servit du mythe arthurien pour asseoir son pouvoir, maintenir son autorité et unifier l'île de Bretagne. Il mourra après 35 ans de règne en 1189 à l'âge de 56 ans. La mention du mythe est destinée cette fois à donner à la dynastie des Plantagenets d'origine continentale une légitimité prestigieuse en Grande-Bretagne, opposant à Charlemagne, l'ancêtre des rois de France, un mythique roi Arthur. Pour sa propagande, le roi Henri II fait chercher les tombeaux d'Arthur et de Guenièvre à Glastonbury que des moines assurent avoir trouvés. Ils prétendent aussi avoir trouvé Excalibur, la fameuse épée. L'importance de la tradition historiographique arthurienne outre-Manche explique ce faible pour le personnage historico-légendaire du roi Arthur. En effet, le tour de force de l'évêque contemporain Geoffroy de Monmouth était notamment d'avoir fait d'Arthur un souverain prestigieux, à la renommée de laquelle l'aristocratie laïque anglo-normande s'était peu à peu associée, au point de se l'approprier selon une démarche qui s'accorde avec les préoccupations politiques d'Henri II. Enfin, en 1154, Henri II réintégrera dans la famille Plantagenet la couronne britannique. Non sans moult difficultés. Il est en effet le petit-fils d'Henri Ier Beauclerc, lui-même fils cadet de Guillaume le Conquérant. Henri Ier Beauclerc avait été écarté du pouvoir par Étienne de Blois. La mère d'Henri II Plantagenet, Mathilde l'Emperesse, est en effet la fille de Henri Ier Beauclerc. Ainsi, Henri II Plantagenet est en ligne directe par sa mère de Guillaume le Conquérant. Comme son arrière-grand-père, il va confisquer la légende d'Arthur à son profit. Afin d'estomper les origines non anglaises de la dynastie des Plantagenets, Henri II préférera s'appuyer sur la civilisation bretonne en se présentant comme le digne successeur d'Arthur, bel et bien mort lors de l'ultime bataille. Le nouveau monarque doit affirmer son autorité. Après tout, en tant que duc de Normandie, il n'est que le vassal du roi de France. Il a donc absolument besoin du soutien breton contre les revendications des Saxons, lesquels ont du mal à accepter la domination normande sur l'Angleterre. Afin de renforcer l'analogie, il tente même sans succès de conquérir l'Irlande et l'Écosse afin de réunir sous sa bannière l'ensemble du royaume supposé d'Arthur. Dès son couronnement, Henri II se rendit à Glastonbury, dans le Somerset, là même où les moines de l'abbaye annoncèrent avoir découvert les tombes d'Arthur et de Guenièvre. Cette découverte était en fait une esbrouffe. L'église ayant été détruite par le feu quelques années plus tôt, en 1180, sa reconstruction nécessitait des fonds importants,
d'où l'idée d'attirer des fonds en créant cette découverte. C'est la thèse de l'érudit britannique le Dr Robert Dunning. Ainsi se broda à partir d'une supposée tombe royale toute une légende autour d'Arthur, de Joseph d'Arimathie, du Saint Graal et du chevalier Lancelot. Tout cela en s'inspirant des écrits de leur évêque contemporain Geoffroy de Monmouth. Dans un premier temps, cette légende ne manqua pas d'attirer d'importants donateurs vers l'abbaye de Glastonbury et d'accroître sa renommée par rapport à sa rivale l'abbaye de Saint-Denis en France. Les fouilles ayant été faites expressément en un lieu que des vers chantés par un pâtre indiquaient comme étant l'endroit de la sépulture d'un grand homme. Giraud de Bary, aumônier du roi Henri II Plantagenet, rapporte qu'on en retira parmi divers débris un cercueil de pierre décoré d'une petite croix de plomb sur laquelle était inscrit « Hic jacet sepultus inclutus rex Arthurius cum Veneveria uxor cum sua seconda in insula Avalonia ». Inscription qui traduit ainsi « Si gît le célèbre roi Arthur enseveli avec Veneveria, sa seconde femme, dans l'île d'Avalonie ». Mais en fait, à moyen terme, cette prétendue découverte ne produisit pas l'effet attendu. L'espérance bretonne en un retour du véritable roi Arthur perdura. Elle était si vive au temps d'Alan de Tewkesbury, d'origine anglo-saxonne et non normande, devenu moine en 1179, que ce savant a écrit dans ses explications des prophéties de Merlin « On serait lapidé en Bretagne si l'on osait dire qu'Arthur est mort ». Les tombes du couple mythique furent, par curiosité plus que par dévotion, visitées par beaucoup de personnes, puis déplacées vers une nouvelle sépulture en 1278. Elles furent détruites pendant la réforme anglaise du XVIe siècle. Alors qu'en est-il de la réalité arthurienne ? Comme on l'a dit dans l'introduction, cette vidéo devait se placer en fin de cette série. C'est pourquoi la conclusion qui suit pourra vous paraître arriver comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire de façon soudaine par hasard. Mais cela s'éclairera pour les passionnés qui visionneront les vidéos suivantes. En effet, nous aurons suffisamment d'éléments pour appréhender la réalité du mythe d'Arthur. Premièrement, Arthur a réellement existé. Il est d'origine celtique et brito-romanisée. Il représente la reviviscence du statut de Dux Britanniarum pour la défense du mur d'Adrien face, d'une part aux ennemis héréditaires Pictes et Scots, et d'autre part aux nouveaux envahisseurs, les Germains anglo-saxons. Dans cet angle de vue, le personnage de Coel-Hen est de haute importance. Sa descendance donnera la plupart des rois des Lowlands, partie de l'Écosse située entre les murs d'Antonin et d'Adrien. Chronologiquement, on situe la mort de Coel-Hen en 420, soit 10 ans seulement après le départ sans retour des légions romaines de l'île de Grande-Bretagne. Les Anglais d'aujourd'hui ne se trompent pas sur lui, lui délivrant une comptine destinée aux enfants. Oh, King Cole was a merry old soul, and a merry old soul was he. He called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddlers three. Every fiddler he had a fiddle, and a very fine fiddle had he. Oh, there's none so rare as can compare with King Cole and his fiddlers three. Coel-Hen sera traité dans la dernière vidéo de cette série. Deuxièmement, il existe deux traditions sur l'élaboration du mythe arthurien. Une tradition ancienne, la plus probable car la plus contemporaine, élaborée par les bardes et les jongleurs dès l'époque où Arthur est vivant, c'est-à-dire dès le début du VIe siècle. Et à côté de cette tradition ancienne, une tradition reconstruite et, il faut le dire, fantaisiste, au profit des conquérants normands à partir du XIe siècle au profit de Guillaume, puis encore plus au XIIe siècle au profit de Henri II. La théorie de David Sims et Mick Baker m'apparaît, à titre personnel, la plus séduisante.
Uther Pendragon pourrait être la représentation épique du roi gallois Aignon l'impétueux. Uther, Aignon, est le fils de Cuneda, roi d'abord du Gododin, terre natale des Votadini dans les Lowlands, puis dans les années 450 du Gwynedd, au nord-ouest du pays de Galles, où il s'installe après y avoir repoussé les Irlandais. Ainsi, la locution Hirt, impétueux, aurait pu donner Hirter, Uther. En tant que chef de la famille royale du Gwynedd, Aignon l'impétueux portait le titre de Pendraig, chef de troupe. Hirter Pendraig n'est pas sans rappeler Uther Pendragon. Aignon l'impétueux fit fructifier le royaume du Gwynedd et eut 2 fils. Cadwallon l'aîné, qui succéda à son père sur le trône du Gwynedd, et Owen d'Antgwyn, Owen d'Amblanche, le cadet, qui occupa le petit royaume de Ross, sur le littoral nord du pays de Galles, entre l'île d'Anglesey et d'Eva, Chester. Ce dernier serait alors l'Arthur historique. Cette perspective amène à considérer que Constance II de Bretagne ne serait autre que Cuneda le Votadini, Uther Pendragon son fils Aignon l'impétueux, Ambroise Aurélien son petit-fils aîné Cadwallon et Arthur son petit-fils cadet Owen d'Amblanche. Cette théorie est séduisante et a le mérite de cimenter le récit autour des Votadini, peuple allié de Rome très impliqué dans la défense du mur d'Adrien contre les incursions pictes. Un autre Votadini est célébré en Angleterre en la personne de Coel Hen pour répondre à tous ces critères. Nous avons vu également dans la vidéo 025D de la saga brito-romaine qui entame la réalité historique d'Arthur que le fameux roi légendaire opère principalement dans le nord de l'île, ce qui va dans le sens de cette hypothèse. Enfin, pour finir, disons juste 2 mots sur 2 rois importants de la légende arthurienne que l'on peut à présent mieux situer dans la réalité. Lot, considéré soit comme le roi des Orcades dans l'archipel d'Orcadie, archipel le plus septentrional des îles britanniques, soit comme le roi de Lothian, dans le nord-est des Lowlands, territoire qui deviendra la Bernicie avec l'angle Ida en 547. Pour info, la Bernicie abrite l'île de Lindisfarne, haut lieu des évêques berniciens à partir de 635. Et lieu de débarquement des premiers Vikings en Grande-Bretagne le 8 juin 793. Tous les rois des Lowlands sont des descendants du célèbre Coel Hen, que nous traiterons en fin de cette série. Lot est le mari de la sœur Anna ou de la demi-sœur Morgause d'Arthur. Il aura pour fils Gauvin et Mordred, qui sont donc les neveux d'Arthur. À côté de Lot, il y a Léodagan, qui est le roi de Carmélide, père de Guenièvre et gardien de la table ronde après la mort d'Uther Pendragon. On situe la Carmélide soit en Cornouailles ou en pays de Galles, soit en Bretagne continentale dans le pays de Poer, où vivent les Osismes, avec Vorgium comme capitale, aujourd'hui Carex. La localisation continentale repose sur les faits légendaires arthuriens, Léodagan étant en conflit depuis 7 ans avec une coalition de Romains, de troupes alamanes et de Claudias de la terre déserte. Celui-ci pourrait bien être Clodion le Chevelu, le père de Mérové, et la terre déserte pourrait bien être le Berry. Une des premières épreuves du jeune roi Arthur pour asseoir son autorité face au baron Briton en concurrence avec lui
est de contracter une victoire de prestige. C'est pourquoi il s'en va aider Léodagan contre ses ennemis, comme l'avait fait en son temps son père Uther contre les Wisigoths. Nous y reviendrons. On sait que c'est à l'occasion du banquet qu'organise Léodagan après la victoire qu'Arthur rencontre Guenièvre.